un récit original créé spécialement pour Amour d'époque. Le carrosse s'arrête devant l'imposante façade du palais ducal, tandis que Jeanne Lenoir serre son maigre bagage contre sa poitrine, les mots cruels de sa belle-mère résonnant encore dans ses oreilles. « Tu ne vaux rien ». En haut des marches, le duc de Rochefort l'observe, impassible, les mains croisées dans le dos, son regard perçant semblant lire en elle, comme dans un livre ouvert. Une servante monte déjà les valises, sans se retourner, comme si le destin de Jeanne est déjà scellé. La jeune femme hésite au pied des marches, touchant machinalement le pendentif à son cou, dernier souvenir de sa mère, ignorant encore que cet homme austère a versé une fortune pour la retrouver. Le vent d'hiver fait claquer sa cape alors qu'elle lève enfin les yeux vers celui qui vient d'acquérir sa tutelle pour une somme dérisoire. Du moins, c'est qu'on lui a fait croire. La demeure des Lenoir se dressait au bout d'une allée bordée de tilleuls, imposante et froide comme le cœur de ceux qui y habitaient désormais. Depuis la mort de son père 6 mois plus tôt, Jeanne Lenoir n'y trouvait plus sa place. À 22 ans, elle était devenue une présence gênante, un rappel constant pour sa belle-mère, Hortense Lenoir, que la fortune familiale provenait du premier mariage de son défunt époux. Ce matin-là, Jeanne s'était réfugiée dans la petite bibliothèque, dernier sanctuaire où elle pouvait encore respirer. Les livres avaient toujours été ses alliés, mais aujourd'hui, même leur compagnie ne parvenait pas à apaiser son inquiétude. La veille, elle avait surpris une conversation entre sa belle-mère et le notaire. Des mots comme tutelle, arrangement et départ avaient percé les murs. Ses doigts caressaient distraitement la reliure d'un volume de poésie lorsque la porte s'ouvrit brusquement. Hortense se tenait dans l'encadrement, son visage pincé trahissant une satisfaction malsaine. Jeanne, venez immédiatement au salon. Maître Dufresne est là pour régler votre situation. La jeune femme referma son livre et suivit sa belle-mère dans le couloir, le dos droit, refusant de montrer la moindre faiblesse. Le parquet ciré reflétait la lumière hivernale qui filtrait à travers les hautes fenêtres. Cette maison, qui avait été son foyer pendant toute sa vie, lui semblait soudain étrangère, hostile. Dans le grand salon, Maître Dufresne, notaire de la famille depuis des décennies, se tenait debout près de la cheminée. Son regard fuyant, lorsqu'il salua Jeanne, ne présageait rien de bon. « Asseyez-vous, Jeanne », ordonna Hortense en désignant une chaise isolée, face aux 2 fauteuils qu'occupait le notaire et elle-même. La mise en scène était parfaite. Jeanne, seule, face à ses juges. « Votre situation est devenue intenable », commença Hortense d'une voix tranchante. « Votre père vous a laissé sans dot convenable, sans perspective de mariage acceptable. Vos manières, votre éducation excessive pour une femme, votre obstination à lire et à exprimer des opinions. Tout cela vous rend impropre à la vie que vous devriez mener. » Jeanne serra les poings sur ses genoux, s'efforçant de maintenir son calme. Elle avait appris à se taire, à encaisser les humiliations quotidiennes. Mais aujourd'hui, quelque chose dans le ton d'Hortense annonçait une sentence définitive. « J'ai trouvé une solution », poursuivit la belle-mère avec un sourire glacial. « Une solution qui vous éloignera de cette maison où vous n'êtes plus la bienvenue. » Elle fit un signe au notaire qui déplia un document sur la table basse. « Tu ne vaux rien, Jeanne ?» lâcha Hortense, abandonnant soudain toute prétention de politesse. « Ni sur le marché du mariage, ni comme héritière, ni même comme compagne. Ta présence est un fardeau que je ne suis plus disposée à supporter. » Le coup porta, précis et douloureux. Jeanne sentit sa gorge se serrer, mais elle releva le menton, refusant de donner à sa belle-mère la satisfaction de voir ses larmes. « Fort heureusement, » reprit Hortense, savourant chaque mot, « il existe des hommes prêts à recueillir même les causes perdues. » Maître Dufresne s'éclaircit la gorge, visiblement mal à l'aise. « Mademoiselle Lenoir, en l'absence de dot, et compte tenu de votre statut de pupille légale de madame votre belle-mère, un contrat de tutelle a été établi. Le duc de Rochefort a accepté de prendre en charge votre situation. » « Un duc ?» s'étonna Jeanne, incapable de masquer sa surprise. « Je ne comprends pas. Je n'ai jamais rencontré aucun duc. »« Cela n'a aucune importance, » coupa Hortense. « Ce qui importe, c'est qu'il accepte de vous prendre sous sa protection. Vous partirez aujourd'hui même pour son domaine. » Jeanne se leva d'un bond. « C'est absurde. Je suis majeure.
Je refuse d'être ainsi cédé comme une marchandise. Le notaire eut au moins la décence de paraître embarrassé. Légalement, mademoiselle, tant que vous n'êtes pas mariée ou établie de façon indépendante, votre belle-mère conserve certains droits sur votre personne. Le contrat est parfaitement légal. Et quelle est la nature exacte de ce contrat? Demanda Jeanne, la voix tremblante de colère contenue. Hortense eut un rire bref. Une somme symbolique de 1000 francs. C'est déjà beaucoup plus que ce que vous valez. 1000 francs. Le prix de sa liberté. Une somme dérisoire pour une vie humaine. Jeanne sentit le monde vaciller autour d'elle. Le carrosse du duc vous attend déjà, ajouta Hortense en se levant. Vos affaires ont été préparées. Vous avez 1 heure pour faire vos adieux à cette maison. Le voyage dura 3 heures. 3 heures pendant lesquelles Jeanne, assise dans le carrosse aux armoiries ducales, oscilla entre rage impuissante et terreur de l'inconnu. Qui était ce duc de Rochefort? Pourquoi avait-il accepté ce marché sordide? Quel sort l'attendait dans sa demeure? Lorsque le carrosse franchit enfin les grilles d'un immense domaine, Jeanne sentit son cœur s'accélérer. Le palais qui se dressait au bout d'une allée majestueuse était d'une beauté intimidante, avec ses façades de pierre claire et ses innombrables fenêtres qui brillaient dans la lumière déclinante de l'après-midi. Le véhicule s'arrêta au pied d'un escalier de marbre. Un domestique en livrée ouvrit la portière et s'inclina respectueusement. « Mademoiselle Lenoir, bienvenue au domaine de Rochefort. » Jeanne descendait, les jambes tremblantes. L'air frais de février lui fouetta le visage. Elle serra contre elle son châle, seule protection dérisoire contre ce monde inconnu. En haut des marches se tenait un homme grand, élégant, dont la posture trahissait l'habitude du commandement. Le duc de Rochefort l'observait, impassible, les mains croisées dans le dos. Son visage aux traits réguliers ne trahissait aucune émotion, ni convoitise, ni pitié. Jeanne monta lentement les marches, consciente de son apparence modeste face à tant de splendeur. À chaque pas, elle s'attendait à voir dans les yeux de cet homme la même expression méprisante qu'affichait sa belle-mère. Mais le regard du duc restait indéchiffrable. « Mademoiselle Lenoir », dit-il d'une voix grave lorsqu'elle atteignit la dernière marche. « Je suis Gabriel de Rochefort. Bienvenue dans ma demeure. » Son ton était courtois, mais distant. Rien dans son attitude ne suggérait qu'il venait d'acquérir une jeune femme pour une somme dérisoire. « Monsieur le duc », répondit Jeanne en inclinant légèrement la tête, refusant de faire une révérence complète. « Je suis ici contre ma volonté, comme vous le savez certainement. » Un éclair fugace traversa le regard du duc, surprise, peut-être, ou admiration pour son audace. « Je comprends votre ressentiment, mademoiselle. Permettez-moi de vous montrer vos appartements. Vous devez être fatiguée après ce voyage. » Il lui indiqua le chemin sans lui offrir son bras, maintenant une distance respectueuse. Jeanne le suivit à travers des couloirs ornés de tableaux et de tapisseries d'une richesse écrasante. « Vous serez libre de vos mouvements dans le palais, » expliqua-t-il tandis qu'ils avançaient. « La bibliothèque vous est ouverte, ainsi que les jardins et les salons. Seules certaines ailes privées vous sont interdites, mais Madame Bertrand, la gouvernante, vous expliquera tout cela. » Jeanne l'écoutait, perplexe. Ce n'était pas ainsi qu'elle imaginait être traitée par l'homme qui l'avait achetée. Ils s'arrêtèrent devant une porte en bois sculpté. Le duc l'ouvrit et s'effaça pour la laisser entrer. « Voici vos appartements. J'espère qu'ils vous conviendront. » Jeanne pénétra dans un salon élégant aux murs tendus de soie bleue. Au-delà, elle apercevait une chambre spacieuse et ce qui semblait être un cabinet de toilette. « Je vous laisse vous installer, » dit le duc. « Nous dînerons à 8 heures, si vous vous sentez disposé à me rejoindre. Sinon, faites-vous servir ici. » Il s'inclina brièvement et se retira, fermant doucement la porte derrière lui. Seule dans ce luxe inattendu, Jeanne se laissa tomber dans un fauteuil. Que signifiait tout ceci? Pourquoi tant d'égards pour une femme acquise pour 1000 francs? Et surtout, qu'attendait réellement d'elle le mystérieux duc de Rochefort? Les jours qui suivirent l'arrivée de Jeanne au palais ducal furent marqués par une étrange routine. Chaque matin, Madame Bertrand, la gouvernante aux cheveux grisonnants et au regard bienveillant mais ferme, venait s'assurer que la jeune femme ne manquait de rien. Ses manières étaient respectueuses, presque déférentes,
une attitude qui déconcertait Jeanne. « Le déjeuner sera servi dans la petite salle à manger à midi », annonça madame Bertrand le 3e jour. « Son Excellence souhaite savoir si vous l'y rejoindrez. »« Son Excellence me laisse donc le choix ?» demanda Jeanne avec une pointe d'ironie. La gouvernante la regarda avec une expression indéchiffrable. « Mademoiselle Lenoir, permettez-moi d'être claire sur les règles de cette maison. Votre présence n'est jamais obligatoire nulle part. Votre liberté de mouvement est entière dans les limites qui vous ont été indiquées. » Le duc insiste particulièrement sur ce point. Jeanne fronça les sourcils. Quelle curieuse façon de traiter une acquisition. « Je ne sais rien des arrangements qui vous ont amené ici, » répondit madame Bertrand, d'un ton qui suggérait qu'elle en savait plus qu'elle ne voulait l'admettre. « Ce que je sais, c'est que le duc a donné des instructions précises concernant votre séjour. Vous devez être traité avec respect et considération. Personne, absolument personne, n'est autorisé à vous manquer d'égard ou à vous importuner de quelque façon que ce soit, y compris le duc lui-même ?» ne put s'empêcher de demander Jeanne. « Surtout le duc », confirma la gouvernante avec un léger sourire. « Il maintient toujours une distance appropriée avec ses invités. Je ne suis pas une invitée, madame Bertrand. Je suis ici parce que ma belle-mère m'a vendue pour 1000 francs. » La gouvernante eut un imperceptible tressaillement. « 1000 francs » répéta-t-elle à voix basse, comme pour elle-même. Puis elle se reprit. « Quoi qu'il en soit, mademoiselle, tant que vous résiderez au palais, vous serez traitée avec tous les égards dus à votre rang. »« Je n'ai aucun rang, » répliqua Jeanne amèrement. « Vous êtes sous la protection du duc de Rochefort. Cela vous confère un certain statut, que vous le vouliez ou non. » Au fil des jours, Jeanne s'habitua progressivement à sa nouvelle vie. Elle prenait ses repas tantôt seule, tantôt en compagnie du duc, dont la conversation était toujours courtoise, mais impersonnelle. Il s'enquérait de son confort, lui demandait si elle trouvait à s'occuper, mais ne faisait jamais la moindre allusion au contrat qui l'avait amenée sous son toit. Un après-midi, alors qu'elle explorait l'aile et du palais, Jeanne surprit une conversation entre 2 domestiques qui ne l'avaient pas entendue approcher. « Une fortune, d'après ce que dit le valet de chambre de monsieur, » disait une femme de chambre. « 600 000 francs, tu te rends compte ? » ?»« Impossible, » répondit l'autre. « Personne ne paierait une telle somme pour une simple demoiselle de compagnie. Ce n'est pas une demoiselle de compagnie, idiote, c'est une protégée, et le duc a ses raisons. » « Quelle raison pourrait justifier 600 000 francs ? On raconte qu'il la cherchait depuis des années, que c'est une histoire ancienne. » Jeanne fit délibérément craquer une lame du parquet sous son pied. Les 2 domestiques sursautèrent et s'inclinèrent précipitamment en la voyant. « Mademoiselle Lenoir, nous ne vous avions pas entendue. »« Manifestement, » répondit Jeanne d'un ton neutre. « De qui parliez-vous avec tant d'intérêt ?» Les 2 femmes échangèrent un regard paniqué. « De personne, mademoiselle, juste des commérages sans importance. » Jeanne les laissa s'éclipser, troublée par ce qu'elle venait d'entendre. 600 000 francs, c'était une somme colossale, bien loin des 1000 francs mentionnés par sa belle-mère. Et que signifiait cette histoire de recherche qui durait depuis des années? Le duc ne l'avait jamais rencontrée avant son arrivée au palais. Elle en était certaine, à moins que la bibliothèque du palais devint rapidement le refuge préféré de Jeanne. Vaste pièce aux murs entièrement recouverts d'étagères, elle abritait une collection impressionnante qui témoignait d'un esprit cultivé et curieux. Philosophie, sciences, littérature, histoire, tous les domaines du savoir y étaient représentés. Un jour, alors qu'elle parcourait les rayonnages consacrés à la poésie, Jeanne découvrit un volume aux pages cornées qui attira son attention. C'était un recueil de Lamartine, visiblement souvent consulté. En l'ouvrant, elle constata que certains passages étaient soulignés d'une écriture fine et élégante qu'elle reconnut comme celle du duc. L'un des poèmes les plus marqués était « Le lac », cette méditation mélancolique sur le temps qui passe et l'amour perdu. Les vers « Un seul être vous manque » et « Tout est dépeuplé » étaient particulièrement mis en évidence. « Vous appréciez Lamartine ?» La voix du duc la fit se sentir. Gabriel de Rochefort se tenait dans l'encadrement de la porte, l'observant avec une expression indéfinissable. « Oui,
répondit Jeanne en refermant doucement le livre. Sa mélancolie me touche, bien que je lui préfère parfois la force plus affirmée de Hugo. Un léger sourire éclaira le visage habituellement impassible du duc. Une préférence intéressante. Hugo croit pouvoir changer le monde par la puissance de ses mots. Lamartine se contente de le pleurer tel qu'il est. N'est-ce pas justement en montrant le monde tel qu'il est qu'on donne envie de le changer? Répliqua Jeanne. Le duc la considéra un moment en silence. Vous avez une façon singulière de voir les choses, mademoiselle Lenoir. Est-ce un reproche? Une constatation. Votre éducation a été peu commune pour une jeune femme de votre condition. Jane Redressa Lementon. Mon père croyait en l'importance du savoir, même pour les femmes. Ma belle-mère considérait cela comme une excentricité regrettable qui m'a rendu invendable sur le marché du mariage. Invendable, répéta le duc avec une étrange intonation. Pourtant, vous êtes ici. Oui, répondit Jeanne en le fixant droit dans les yeux. Pour la modique somme de 1000 francs. Quelque chose passa sur le visage du duc, une ombre, un trouble fugace, mais il se reprit immédiatement. Les valeurs que nous accordons aux êtres et aux choses sont rarement justes, mademoiselle. L'important n'est pas le prix payé, mais la valeur réelle. Sur ces paroles énigmatiques, il s'inclina légèrement et quitta la bibliothèque, laissant Jeanne plus perplexe que jamais. Ce fut madame Bertrand qui, involontairement, fournit à Jeanne les premiers indices tangibles sur le passé du duc. Un matin, alors qu'elle supervisait le ménage des appartements de la jeune femme, la gouvernante remarqua le pendentif que Jeanne portait toujours autour du cou. « Quel joli médaillon » commenta-t-elle. « Il me rappelle celui que portait la duchesse. »« Il y a donc eu une duchesse de Rochefort » demanda Jeanne, saisissant l'occasion d'en apprendre davantage. Le visage de madame Bertrand s'assombrit. « Oui, il y a longtemps. La duchesse Éléonore est décédée, il y a 8 ans. Une pneumonie foudroyante. Le duc ne s'en est jamais vraiment remis. Ils étaient très proches, comme frères et sœurs. C'était un mariage de raison, vous comprenez, arrangé par leur famille. Mais ils avaient développé une véritable affection l'un pour l'autre. Après sa mort, le duc s'est renfermé sur lui-même. Pendant près de 2 ans, il n'a pratiquement pas quitté le domaine. Et ensuite, madame Bertrand hésita. Il a commencé à chercher quelqu'un, une personne qu'il avait rencontrée brièvement, je crois. Il n'a jamais donné de détails, mais ses absences sont devenues plus fréquentes. Il partait parfois des semaines entières. Pour chercher cette personne mystérieuse, la gouvernante hocha la tête. Je suppose. Tout ce que je sais, c'est qu'il semblait hanté, comme s'il poursuivait un fantôme. 1 mois après son arrivée au palais, Jeanne fut invitée à assister à une réception donnée par le duc. C'était la première fois qu'elle serait présentée officiellement à la société locale, et l'appréhension lui nouait l'estomac. « Comment dois-je me présenter » demanda-t-elle à madame Bertrand qui l'aidait à se préparer. « Quelle est exactement ma position ici ?»« Vous êtes la pupille du duc » répondit la gouvernante en ajustant les plis de la robe bleu nuit que Jeanne avait trouvée dans sa garde-robe. Une jeune femme sous sa protection, rien de plus, rien de moins. La réception réunissait une trentaine de personnes, la noblesse locale, quelques riches industriels, le maire de la ville voisine. Jeanne fut présentée sobrement comme mademoiselle Lenoir, qui réside actuellement au palais sous ma protection, par le duc, dont l'attitude courtoise, mais distante, ne trahissait aucune relation particulière. Pourtant, les regards curieux et les chuchotements suivaient Jeanne partout où elle allait. Elle percevait des bribes de conversation qui s'interrompaient à son approche, des sourires polis qui ne montaient pas jusqu'aux yeux. Alors qu'elle se tenait près d'une fenêtre, légèrement à l'écart, elle entendit distinctement une voix féminine murmurer derrière un éventail. « Acheter, d'après ce qu'on raconte, une somme ridicule pour une fille sans nom. » Jeanne se raidit, le visage brûlant de honte et de colère. Elle s'apprêtait à se retourner pour affronter la médisante, lorsqu'une main se posa légèrement sur son bras. Le duc se tenait à côté d'elle, le visage impassible, mais les yeux brillants d'une lueur déterminée. « Mademoiselle Lenoir » dit-il d'une voix suffisamment forte pour être entendue par les personnes alentour. « Me feriez-vous l'honneur de m'accompagner? J'aimerais vous présenter au comte et à la comtesse de Bréval. »
Sans attendre sa réponse, il lui offrit son bras, un geste qu'il n'avait jamais fait auparavant. Jeanne le prit, consciente du silence soudain qui était tombé sur cette partie du salon. Le duc la conduisit au centre de la pièce, là où se tenait le couple le plus prestigieux de l'assemblée. Avec une courtoisie exquise, il présenta Jeanne comme une jeune femme d'une intelligence et d'une éducation remarquables, dont la conversation honore ma demeure. Puis, toujours avec son bras sous le sien, il l'escorta à travers le salon, s'arrêtant auprès de chaque groupe, l'incluant dans chaque conversation, lui accordant ostensiblement une place que personne ne pourrait plus contester. Ce n'est que plus tard, lorsqu'ils se retrouvèrent un instant seuls près d'une porte-fenêtre, que Jeanne put lui murmurer « Pourquoi avoir fait cela ?» Le duc la regarda avec une intensité qui la troubla. « Parce que votre valeur n'est pas celle que les rumeurs vous attribuent, mademoiselle Lenoir, et il était temps que chacun ici le comprenne. » Le lendemain de la réception, madame Bertrand vint trouver Jeanne alors qu'elle se promenait dans les jardins d'hiver du palais. La gouvernante semblait préoccupée, hésitante, une attitude inhabituelle chez cette femme d'ordinaire si assurée. « Le duc vous a défendu hier soir, » commença-t-elle abruptement. « C'est un honneur rare. Il a simplement fait preuve de courtoisie envers une personne sous son toit, » répondit Jeanne, bien que sachant parfaitement que le geste du duc allait bien au-delà de la simple politesse. Madame Bertrand secoua la tête. « Non, mademoiselle, le duc n'intervient jamais dans les affaires sociales de cette façon. Il observe, il juge, mais il reste en retrait. Ce qu'il a fait pour vous était exceptionnel. » Jeanne s'arrêta devant un camélia en fleurs, effleurant délicatement ses pétales blancs. « Pourquoi me dites-vous cela, madame Bertrand ?» La gouvernante soupira. « Parce que je crois que vous avez le droit de savoir certaines choses. Pas tout. Ce n'est pas à moi de révéler les secrets de mon maître, mais assez pour comprendre que votre situation n'est pas conventionnelle. »« J'avais cru le comprendre, » répondit Jeanne avec une pointe d'ironie. « Il y a quelques années, » poursuivit madame Bertrand en baissant la voix, « après la mort de la duchesse, le duc traversait une période très sombre. Un jour, alors qu'il se promenait dans un parc public de Paris, quelqu'un lui a parlé. Une jeune voix, m'a-t-il dit une fois. Une voix qui lui a rappelé qu'il y avait encore de la beauté dans le monde, de la sincérité, de l'espoir. Jeanne fronça les sourcils. Et cette brève rencontre l'a marqué profondément. Il n'a jamais révélé ce qui s'était dit exactement, mais après cela, quelque chose a changé en lui. Il a commencé à revivre. Et puis un jour, il s'est mis à chercher cette personne, sans relâche. Un frisson parcourut l'échine de Jeanne. « Vous pensez que cette personne… »« Je ne pense rien, mademoiselle, » coupa doucement la gouvernante. « Je vous raconte simplement ce que je sais. Le duc cherchait quelqu'un depuis des années. Et puis, il y a quelques mois, il est revenu d'un de ses voyages avec une expression que je ne lui avais pas vue depuis longtemps. Il a donné des ordres pour préparer des appartements, les vôtres. »« Mais c'est impossible, » murmura Jeanne. « Je n'ai jamais rencontré le duc avant mon arrivée ici. Je m'en souviendrai. » « Parfois, nous oublions des rencontres qui ont marqué d'autres personnes, » répondit énigmatiquement madame Bertrand. « Ou peut-être y a-t-il une autre explication. Ce n'est pas à moi de le dire. » Elle s'inclina légèrement et s'éloigna, laissant Jeanne troublée et pensive au milieu des camélias en fleurs. 2 mois s'étaient écoulés depuis l'arrivée de Jeanne au palais ducal. Printemps précoce, les jardins s'éveillaient sous un soleil timide. La jeune femme avait trouvé un certain équilibre dans sa nouvelle vie, partageant son temps entre lecture, promenade et conversation de plus en plus ouvertes avec le duc. Jamais il n'avait fait le moindre geste déplacé. Jamais il n'avait évoqué le contrat qu'il avait amené sous son toit. Ce matin-là, cependant, tout bascula. Le courrier apporta une lettre adressée à Jeanne, la première depuis son arrivée. L'écriture anguleuse de sa belle-mère était immédiatement reconnaissable. Les mains tremblantes, Jeanne décacheta l'enveloppe et déplia la missive. « Ma chère Jeanne, j'espère que votre séjour chez le duc de Rochefort est à la hauteur du prix qu'il a payé pour vous. Un prix bien plus élevé que ce que je vous ai laissé croire. D'ailleurs, n'est-il pas fascinant qu'un homme de son rang ait déboursé une véritable fortune pour acquérir une jeune femme sans dot ni titre, 600 000 francs,
pour être précise. Une somme qui a considérablement amélioré ma situation, je dois l'avouer. Je me demande ce qu'en penseraient vos amis si respectables, si jamais ils la prenaient. Une femme achetée à prix d'or, quelle réputation cela vous ferait-il? Bien sûr, je pourrais être discrète, à condition que vous vous montriez raisonnable. Une petite rente mensuelle, prélevée sur la générosité que le duc vous témoigne certainement, serait un arrangement convenable. Réfléchissez, ma chère. La vérité est une arme dangereuse entre certaines mains. Avec toute mon affection, Hortense Lenoir-Jeanne laissa tomber la lettre sur ses genoux, le souffle coupé par ce mélange de révélation et de menaces. 600 000 francs. La somme qu'elle avait entendu murmurer par les domestiques était donc vraie. Le duc avait payé une fortune pour elle. Mais pourquoi? Et pourquoi lui avoir caché la vérité? Plus troublant encore, sa belle-mère insinuait que cette transaction avait quelque chose de honteux, de compromettant. Était-ce vrai? Le comportement du duc avait toujours été irréprochable, mais cette somme extravagante suggérait des motivations plus complexes qu'une simple protection. Ce soir-là, après un dîner silencieux où le duc avait remarqué sa préoccupation sans la questionner, Jeanne prit une décision. Dans le petit salon où il prenait habituellement le café, elle attendit qu'un domestique se retire pour aborder le sujet qui la tourmentait. « Monsieur le duc », commença-t-elle, la voix plus ferme qu'elle ne l'aurait cru possible, « j'ai reçu aujourd'hui une lettre de ma belle-mère. » Gabrielle de Rochefort leva les yeux de son livre, son visage ne trahissant aucune émotion particulière. « J'espère que les nouvelles sont bonnes. »« Elles sont révélatrices, » répondit Jeanne en soutenant son regard. « Ma belle-mère m'informe que vous avez payé 600 000 francs pour m'amener ici, et non les 1000 francs qu'elle m'avait mentionnés. »« On silence peasants installa. » Le duc referma lentement son livre et le posa sur une table basse. « Je vois, » dit-il finalement. « Madame Lenoir n'a jamais brillé par sa discrétion. »« Est-ce vrai ?» insista Jeanne. « Avez-vous réellement payé une telle somme? La somme importe-t-elle vraiment, mademoiselle Lenoir? Elle importe quand on me l'a cachée. Elle importe quand ma belle-mère l'utilise pour me faire chanter. Elle importe quand je ne comprends pas pourquoi un homme comme vous dépenserait une fortune pour une femme qu'il n'avait jamais rencontrée. » Le duc se leva et s'approcha de la fenêtre, contemplant un instant le jardin plongé dans l'obscurité. Lorsqu'il se retourna vers Jeanne, son expression s'était adoucie. « Vous avez raison, » admit-il. « Vous méritez la vérité, mais c'est une vérité complexe, qui remonte à plusieurs années. »« J'ai tout mon temps, » répondit Jeanne, le cœur battant. Le duc hocha la tête. « Pas ici. Suivez-moi, je vous prie. » Ils traversèrent en silence plusieurs couloirs, puis descendirent un escalier que Jeanne n'avait jamais emprunté. Le duc ouvrit une porte discrète qui donnait sur une partie du jardin que Jeanne ne connaissait pas encore, un espace plus intime, entouré de haies taillées, au centre duquel se trouvait un banc de pierre. La lune éclairait suffisamment pour qu'il puisse distinguer les contours des choses. Le duc invita Jeanne à s'asseoir sur le banc, puis resta debout face à elle. « Il y a 7 ans, » commença-t-il, « peu après la mort de mon épouse, je traversais une période de profond désespoir. Un jour, alors que j'errais dans le jardin du Luxembourg à Paris, je me suis assis sur un banc, épuisé physiquement et moralement. Il marqua une pause, comme pour rassembler ses souvenirs. Une jeune femme est venue s'asseoir à l'autre extrémité de ce même banc. Elle lisait un livre de poésie, Hugo, je crois. Elle ne m'a pas reconnu, ou n'a pas semblé se soucier de qui j'étais. Après quelques minutes, elle a remarqué mon état et m'a adressé la parole. Jeanne écoutait, fascinée, cherchant dans sa mémoire un souvenir qui correspondrait à cette description. « Cette jeune femme, » poursuivit le duc, « m'a parlé avec une franchise désarmante. Sans connaître mon identité ni mes circonstances, elle m'a parlé de la beauté qui persiste même dans la douleur, de la façon dont la littérature nous aide à traverser les moments les plus sombres. Elle m'a récité des vers de Hugo, puis m'a confié qu'elle-même avait trouvé du réconfort dans les livres après la mort de sa mère. » Un frisson parcourut Jeanne. Un souvenir flou, presque effacé, commençait à se former dans son esprit. « Cette conversation n'a duré qu'une vingtaine de minutes, » continua le duc. Puis la jeune femme est partie, rappelée par une femme plus âgée à l'air sévère.
Mais ces 20 minutes ont changé quelque chose en moi. Pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti autre chose que du désespoir. Cette voix sincère, cette intelligence sans prétention, cette humanité simple, tout cela m'a rappelé qu'il existait encore de la beauté dans ce monde. Il s'interrompit, observant attentivement le visage de Jeanne. « Vous commencez à vous souvenir, n'est-ce pas ?» Jeanne hocha lentement la tête. « Une journée de printemps. J'étais avec ma belle-mère pour des achats à Paris. Je me suis échappé un moment dans le jardin du Luxembourg. Il y avait un homme sur un banc, l'air si profondément triste. « C'était moi », confirma doucement le duc. « Et c'était vous, Jeanne Lenoir, qui m'avez parlé ce jour-là sans savoir qui j'étais. Mais cela n'explique pas, » commença Jeanne, troublée par ce souvenir qui refaisait surface. « Venez, » l'interrompit le duc. « Il y a autre chose que vous devez voir. » Il la guida à travers le jardin jusqu'à un petit bâtiment séparé qu'elle n'avait jamais remarqué auparavant. En y entrant, Jeanne découvrit un théâtre privé, une salle intime avec une petite scène, des fauteuils de velours rouge et des lampes à gaz qui diffusaient une lumière douce. Le duc alluma quelques lampes supplémentaires et se dirigea vers un secrétaire placé dans un coin de la salle. Il en sortit un document qu'il tendit à Jeanne. « Voici le contrat signé avec votre belle-mère, » dit-il. « Lisez-le attentivement. » Jeanne parcourut le document, son étonnement grandissant à chaque ligne. Le contrat stipulait effectivement le versement de 600 000 francs à Hortense Lenoir, mais il précisait également que cette somme était destinée à libérer définitivement mademoiselle Jeanne Lenoir de toute tutelle et obligation envers sa famille. Plus surprenant encore, le document établissait clairement que Jeanne serait sous la protection temporaire du duc de Rochefort pour une période d'1 an, au terme de laquelle elle sera entièrement libre de ses choix et mouvements, avec une rente viagère de 12 000 francs annuels lui garantissant son indépendance. « Je ne comprends pas, » murmura Jeanne en relevant les yeux. « Ce contrat ne ressemble en rien à ce que ma belle-mère m'a décrit. »« Votre belle-mère vous a menti, » répondit simplement le duc. « Elle vous a présenté comme une charge dont elle se débarrassait, alors qu'en réalité, elle vous vendait au plus offrant moi. Mais pourquoi? Pourquoi avez-vous accepté de payer une telle somme ?» Le duc s'approcha et s'assit dans un fauteuil face à elle, leurs genoux presque en contact. « Après notre brève rencontre au Luxembourg, je n'ai pas cessé de penser à cette jeune femme inconnue. Sa voix, ses paroles m'avaient touché plus profondément que je ne pouvais l'expliquer. J'ai cherché à la retrouver, sans succès. » Il eut un sourire mélancolique. Puis, des années plus tard, un ami m'a parlé d'une jeune femme remarquable qu'il avait rencontrée lors d'une réception. La belle-fille d'une certaine Madame Lenoir, une jeune femme cultivée, mais maintenue dans une position subalterne. Sa description m'a intrigué. J'ai fait des recherches discrètes et j'ai découvert qu'il s'agissait probablement de la même personne que celle du jardin du Luxembourg. « Et vous avez décidé de m'acheter ?» demanda Jeanne, partagée entre l'indignation et une étrange émotion. « Non, » répondit fermement le duc. « J'ai appris que votre belle-mère cherchait à se débarrasser de vous, probablement en vous mariant contre votre gré à quelque vieillard fortuné. J'ai alors proposé une alternative. Je paierai pour votre liberté, non pour votre personne. » Jeanne relut certains passages du contrat, incrédule. Mais pourquoi ne pas m'avoir dit la vérité dès le début? Le duc se leva et fit quelques pas sur la scène du petit théâtre, les mains croisées dans le dos. « J'ai craint que la vérité ne vous mette dans une position inconfortable. Si vous aviez su que j'étais l'homme du banc, que j'avais payé une fortune pour vous soustraire à votre belle-mère, vous auriez pu vous sentir redeemable, obligé. J'ai voulu vous laisser le temps de vous former votre propre opinion sur moi, sur cette maison, sur la vie que vous pourriez y mener, sans le poids d'une gratitude forcée. » Il revint vers elle, s'arrêtant à une distance respectueuse. « Le contrat est clair. Dans 4 mois, quand l'année sera écoulée, vous serez entièrement libre. Vous pourrez partir avec votre rente, vous établir où bon vous semblera, vivre selon vos propres termes, ou... » Il laissa sa phrase en suspense et Jeanne compléta pour lui. « Où je pourrais rester. Ce serait votre choix, » confirma-t-il. « Un choix libre, sans contrainte ni obligation. » Jeanne se leva, le document toujours entre ses mains. «
Vous avez payé 600 000 francs pour me donner la liberté de choisir. J'ai payé pour réparer une injustice, répondit le duc. Et peut-être aussi, je l'avoue, pour avoir la chance de retrouver la jeune femme du banc, pour voir si la personne que j'avais imaginée pendant toutes ces années correspondait à la réalité. « Et est-ce le cas ?» demanda Jeanne, le cœur battant. Le regard du duc s'adoucit. La réalité est bien plus complexe et fascinante que tout ce que j'avais pu imaginer, mademoiselle Lenoir. Les lampes à gaz projetaient des ombres mouvantes sur les murs du petit théâtre, créant une atmosphère intime et solennelle. Jeanne reposa le contrat sur le secrétaire et fit face au duc. Pendant 2 mois, j'ai vécu ici en croyant être une sorte de propriété acquise pour une somme dérisoire, dit-elle d'une voix ferme. J'ai observé chacun de vos gestes, guetté le moment où vous révéleriez vos véritables intentions. Ce moment n'est jamais venu. Elle fit quelques pas sur la scène, rassemblant ses pensées. Au lieu de cela, vous m'avez offert du respect, de l'espace, de la considération. Vous m'avez défendu publiquement quand on m'insultait. Vous avez partagé vos livres, vos idées, votre table. Jamais vous n'avez exigé quoi que ce soit en retour. Elle se tourna vers lui, le regard direct. Je comprends, maintenant, pourquoi. Vous ne m'avez pas acheté, vous m'avez libéré, et vous avez attendu que je le découvre par moi-même. Le duc acquiesça silencieusement, son regard ne quittant pas le sien. Il reste 4 mois avant que le contrat n'arrive à son terme, poursuivit Jeanne. 4 mois pendant lesquels je continuerai à vivre ici, mais avec une différence fondamentale. Je saurai que je suis libre de partir à tout moment. C'est exact, confirma le duc. Et si je choisis de rester au-delà de cette année, demanda-t-elle, quelle serait ma place ici? Celle que vous souhaiteriez, répondit-il simplement. Vous pourriez être une invitée permanente, une amie de la maison, Il s'interrompit, comme hésitant à formuler d'autres possibilités. Jeanne s'approcha de lui, s'arrêtant à quelques pas. Je reste si je choisis, déclara-t-elle d'une voix claire, non par gratitude, non par obligation, mais parce que je l'aurais décidé. Est-ce acceptable pour vous, monsieur le duc? Un sourire rare illumina le visage de Gabrielle de Rochefort. Plus qu'acceptable, mademoiselle Lenoir. C'est exactement ce que j'espérais. Bien, dit Jeanne en lui tendant la main. Alors nous avons 4 mois pour apprendre à nous connaître véritablement, sans secret, sans faux semblant. Le duc prit sa main et s'inclina légèrement pour y déposer un baiser respectueux. Sans secrets, promit-il. Et à la fin de ces 4 mois, quel que soit votre choix, je le respecterai. Je n'en doute pas, répondit Jeanne avec un sourire confiant. Après tout, vous avez payé 600 000 francs pour me donner ce droit de choisir. 1 an plus tard, le petit salon bleu du palais ducal bourdonnait d'une activité inhabituelle. Une douzaine de femmes vêtues de noir ou de gris veuves, pour la plupart, étaient assises en cercle, des livres ouverts sur leurs genoux. Au centre, Jeanne Lenoir lisait à voix haute un passage de Jane Eyre de Charlotte Brontë. « Je ne suis pas un oiseau, et aucun filet ne m'en sert. Je suis un être humain libre, avec une volonté indépendante, qui vous choisit maintenant. » Elle referma doucement le livre et regarda les femmes qui l'entouraient. « Que vous inspire ce passage, mesdames ?» Une femme âgée aux cheveux grisonnants prit la parole. « Il me rappelle que même dans le deuil, même après avoir perdu celui qui était le centre de notre monde, nous restons des êtres libres, capables de choisir notre chemin. »« Exactement, » approuva Jeanne. « Le deuil nous définit pendant un temps, mais il ne doit pas devenir notre seule identité. Nous sommes plus que notre perte. » Le salon de lecture pour femmes en deuil était l'initiative de Jeanne. Chaque semaine, elle accueillait au palais ces femmes que la société avait tendance à oublier, à reléguer dans l'ombre de leurs chagrins. Ensemble, elles lisaient, discutaient, partageaient leurs expériences. Plus qu'un cercle littéraire, c'était devenu un espace de renaissance où chacune redécouvrait sa voix et sa place dans le monde. À la fin de la séance, alors que les participantes se préparaient à partir, le duc entra discrètement dans le salon. Il salua respectueusement chaque femme, échangeant quelques mots aimables, mais sans jamais s'imposer dans cet espace qu'il avait délibérément cédé à Jeanne. Le domaine de Rochefort avait connu bien des changements depuis l'arrivée de Jeanne. Les grandes salles autrefois silencieuses résonnaient maintenant de conversations
et de musique. La bibliothèque s'était enrichie d'ouvrages contemporains, notamment d'auteurs féminines que le duc n'aurait jamais songé à lire auparavant. Le jardin, lui aussi, portait l'empreinte de Jeanne. Un coin avait été transformé en potager expérimental, où des femmes du village voisin venaient apprendre de nouvelles techniques de culture. Plus loin, une petite école avait été ouverte dans une dépendance rénovée, accueillant les enfants des employés du domaine et des familles modestes des environs. « Vous avez apporté la vie à ces murs », dit le duc à Jeanne, alors qu'il se promenait dans le jardin après le départ des participantes au salon de lecture. « Je ne savais pas à quel point cet endroit était figé avant votre arrivée. » Jeanne sourit, son bras légèrement posé sur celui du duc. « Je n'ai fait qu'ouvrir quelques portes et fenêtres. C'est vous qui aviez la clé. » Les 4 mois de période probatoire s'étaient écoulés sans que Jeanne ne mentionne explicitement sa décision de rester. Elle n'en avait pas eu besoin. Ses actions parlaient pour elle. Progressivement, elle avait pris sa place au palais, non comme une invitée ou une protégée, mais comme une partenaire. Le duc et elle avaient trouvé un équilibre rare. 2 êtres indépendants qui choisissaient librement de partager leur vie. Leur relation avait évolué avec une lenteur délibérée, chaque étape franchie après mûre réflexion. D'abord amis, puis confidents, et finalement amants, mais toujours égaux, toujours respectueux de leurs espaces respectifs. « Avez-vous des nouvelles de votre belle-mère » demanda le duc, alors qu'il s'asseyait sur un banc, une réplique exacte de celui du jardin du Luxembourg où ils s'étaient rencontrés pour la première fois. « Sa dernière lettre de chantage date de 6 mois, répondit Jeanne avec un léger sourire. Quand elle a compris que ces menaces n'avaient plus de prise sur moi, elle a abandonné. Et les 600 000 francs. D'après ce que j'ai entendu, elle les a presque entièrement dilapidés. Une villa à Nice, des bijoux, des réceptions fastueuses pour s'acheter une place dans la haute société. » Le duc hocha la tête, pensif. « L'argent ne transforme pas les gens, il révèle qui ils sont vraiment. » « Tout comme l'adversité, » ajouta Jeanne en serrant doucement sa main. Une semaine plus tard, Jeanne reçut une nouvelle lettre de sa belle-mère. Contrairement aux précédentes, celle-ci ne contenait pas de menace, mais une invitation, ou plutôt une convocation à peine voilée. « Ma chère Jeanne, les circonstances m'obligent à reconsidérer notre relation. Mes investissements récents n'ont pas été aussi fructueux que prévu, et je me retrouve dans une situation quelque peu délicate. Votre position auprès du duc de Rochefort vous permet certainement d'exercer une influence considérable. Une recommandation de sa part auprès de certains créanciers serait inestimable. Je vous attends à ma résidence parisienne le 15 de ce mois pour discuter de ces arrangements familiaux. Votre dévouée belle-mère, Hortense Lenoir-Jeanne, montra la lettre au duc, qui la lut avec un sourire ironique. « Que comptez-vous répondre ?»« La vérité, » dit simplement Jeanne. Sa réponse fut brève et définitive. « Madame, je ne suis pas votre chère Jeanne, et vous n'êtes plus ma belle-mère. Le contrat que vous avez signé avec le duc de Rochefort a mis fin à tout lien légal entre nous. Vous m'avez vendu pour 600 000 francs en me faisant croire que je ne valais rien. La vie m'a prouvé le contraire. Je ne vous dois rien, pas même cette lettre. Considérez-la comme un acte de clôture définitive. Ne m'écrivez plus. Jeanne Lenoir le soir même. Jeanne et Gabrielle, car elle l'appelait désormais par son prénom dans l'intimité, dînaient dans le petit salon attenant à leurs appartements, une habitude qu'ils avaient prise, loin du formalisme de la grande salle à manger. Un moment qui n'appartenait qu'à eux. « J'ai réfléchi à quelque chose, » dit Jeanne, en reposant son verre de vin. « Le salon de lecture pour femmes en deuil fonctionne bien. Mais je voudrais aller plus loin. »« Je vous écoute, » répondit Gabrielle avec intérêt. « Je voudrais créer une fondation pour aider les femmes qui se trouvent dans des situations similaires à la mienne, sous la tutelle d'individus qui les exploitent, sans moyen de s'en libérer. » Le duc hocha la tête pensif. « Une idée excellente. Nous pourrions allouer une partie des revenus du domaine à ce projet. »« Non, » corrigea doucement Jeanne. « Pas nous, moi, avec ma propre rente et les revenus de mes traductions. » Gabrielle sourit, comprenant immédiatement. « Bien sûr, votre projet, votre financement. Je peux cependant vous offrir des conseils juridiques, si vous le souhaitez. »« Avec plaisir, » accepta Jeanne.
C'est ainsi que nous fonctionnons le mieux, n'est-ce pas? Chacun avec ses projets, ses espaces, mais ensemble par choix. Par choix, répéta Gabriel en levant son verre pour trinquer avec elle. Le plus beau des cadeaux que nous puissions nous offrir. Dehors, le printemps habillait le jardin de couleurs nouvelles. Dans quelques jours, ils iraient ensemble à Paris, non plus comme le duc et sa protégée, mais comme un couple uni par une histoire singulière. Ils passeraient peut-être par le jardin du Luxembourg, s'assieraient sur ce banc où tout avait commencé sans qu'il le sache. Et Jeanne se rappellerait les mots cruels de sa belle-mère. « Tu ne vaux rien », avec la sérénité de celle qui a découvert sa propre valeur, non pas dans le regard des autres, ni même dans l'amour d'un homme, mais dans sa capacité à choisir librement sa vie et à la construire selon ses propres termes. Une vie qu'elle avait choisie, un amour qu'elle avait choisi, un avenir qu'elle continuait de choisir, jour après jour, aux côtés de celui qui avait compris que le plus grand des dons n'était pas la protection ou la richesse, mais la liberté.